de tonnerre dans le paysage politique. La Chambre régionale des comptes demande la suspension, voire la révocation de la municipalité de Saint-Louis-de-Marie-Galante. Elle cumule depuis 2012 un déficit abyssal. Les détails en avant-première sur ATV ce soir. Première journée effective et intense pour le colloque sur l'esclavage et la colonisation. Aujourd'hui, les invités ont principalement planché sur le thème « Penser un nouvel humanisme ». Compte rendu des débats avec Nathalie Dinan et notre invité Fritz Calix, docteur en philosophie. L'impressionnant cimetière de Morne-à-l'Eau attire toujours les visiteurs. Plus de 400 personnes arpentent quotidiennement ces allées pour y découvrir un lieu plein de charme, mais surtout de mystère. Et la polémique sur l'aménagement de la plage de Port-Louis s'est quelque peu atténuée. Les explications apportées par ATV hier soir ont éclairé le débat. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus à Malandur pour comprendre comment est organisée l'occupation de ce domaine maritime. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Rien ne va plus à Saint-Louis-de-Marie-Galante. La plus grande commune de l'île par sa superficie présente un déficit abyssal, tant dans son compte administratif 2016 que dans son budget primitif 2017. La Chambre régionale des comptes constate que les mesures de redressement prises par la commune sont insuffisantes au regard du plan de retour à l'équilibre dont le terme est fixé au 31 décembre 2019. Elle ordonne au préfet de régler ce budget et réclame la suspension, voire la révocation de l'équipe municipale qui s'est installée dans une gestion chaotique depuis 2012. Reportage Jacques Canval, Moïse Dexter. C'est une très mauvaise nouvelle pour l'équipe municipale conduite par l'ancien sénateur Jacques Cornano que ce rapport du juge financier. Petite commune rurale et bucolique d'un peu plus de 2200 habitants, Saint-Louis, dans son budget primitif 2017, présente un déficit colossal de près de 4 millions d'euros. Cette donnée est aggravée par la présence chez le comptable public de plus de 6 millions d'euros de factures impayées, ce qui génère pour un budget déjà gravement déficitaire un surcoût de plus de 110 000 euros d'intérêts moratoires. Ce qui agace par-dessus tous les magistrats, c'est l'incapacité de l'équipe municipale à réduire le train de vie de la commune et à appliquer les mesures préconisées par la Chambre depuis 2012 pour sortir de cette situation catastrophique. La Chambre considère que l'actuel conseil municipal n'a pas résolu le problème, mais l'a, au contraire, bien aggravé. D'où cette conclusion sans appel. La situation de la commune relève de l'article L2122-16 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit la suspension du maire et de ses adjoints pendant une durée d'1 mois par décret ministériel, puis leur révocation toujours par décret avec 1 an d'inéligibilité à la clé. Après Terre de Haut pour laquelle l'application de cet article a été demandée, le message de la Chambre régionale est très clair, on ne plaisante plus avec les deniers publics. Et c'est aujourd'hui que les universitaires invités au 2e colloque international sur l'esclavage et la colonisation sont rentrés dans le vif du sujet. Tout au long de la matinée, ces derniers, venus de France hexagonale, d'Afrique ou encore des États-Unis, ont débattu sur divers thèmes, notamment celui de la nécessité de penser un nouvel humanisme après la colonisation. Reportage Nathalie Dinan, Moïse Dexter. Penser un nouvel humanisme après la colonisation, pour Alain Renaud, universitaire, tant d'années plus tard, tant d'ouvrages plus tard, ce nouvel humanisme est-il nouveau? Dans notre contexte actuel, toutes ces questions nous poussent à réagencer notre façon de philosopher sur ces questions. Aujourd'hui, nous sommes placés face à des nouveaux phénomènes. Moi, j'ai mentionné là ce qui se passe au Levant et en Syrie et également en Afrique subsaharienne avec Boko Haram. Ce sont de nouveaux phénomènes en matière d'horreur, de déshumanisation, etc. D'une certaine manière, peut-être il va falloir les intégrer à notre vision de l'humain et de l'inhumain. Quand j'évoque l'esclavagisation des femmes yézidis par Daesh, c'est quand même très révélateur que ça combine des éléments génocidaires, des éléments d'esclavagisation et que c'est pour autant un phénomène nouveau. Ce nouvel humanisme tant recherché est-il une réponse afin de tendre vers un meilleur vivre ensemble? La question est également posée quand aujourd'hui des situations inhumaines sont légion. L'esclavage dont vous parlez à partir d'ici, c'est effectivement un phénomène d'une ampleur et d'une radicalité tellement considérable qu'il a produit toute la réflexion qu'on connaît et qu'on restitue chaque fois qu'on en parle. Ce que je
dirais plutôt, encore une fois, c'est que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qui suscite à nouveau ces questions-là à partir d'autres données, d'autres contextes, qui vont recouper des expériences qui ont été vécues par des générations antérieures, soit sur le mode de l'esclavage, soit sur le mode des génocides. La question de l'abolition, de la construction identitaire, des droits sont également indissociables du thème générique « Après la colonisation, repenser les relations triangulaires ». Demain, les débats porteront sur les notions de liberté, d'égalité et de république après les abolitions. Et pour finir, comment dépasser la colonisation. Et pour aller plus loin sur ce sujet, l'organisateur de ce colloque, Fritz Calixte, docteur en philosophie, nous a rejoint sur ce plateau. Fritz Calixte, bonsoir. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Le thème principal de ce deuxième colloque, c'est repenser les relations triangulaires, même en 2017. Quand je pense au discours de Nicolas Sarkozy en 2007 qui affirmait que le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas suffisamment rentré dans l'histoire, ou beaucoup plus récemment, le président de la République Emmanuel Macron qui répondait à un journaliste le 8 juillet dernier en marge du sommet du G20, je le cite, le défi de l'Afrique est beaucoup plus profond, il est civilisationnel aujourd'hui. Ce genre de colloque est-il à déconstruire ce complexe de supériorité ? Oui, évidemment, c'est là l'objectif du colloque, parce que si l'esclavage est aboli en 1848, donc l'année prochaine ça fera 170 ans, donc le colloque est à inscrire dans le cadre de ces 170 ans, eh bien l'objectif c'est non pas de libérer le noir, l'ancien esclave, parce que ça a été aboli, mais c'est d'aider l'homme blanc peut-être à dépasser le prisme de l'esclavage, donc à amener un troisième temps qui serait le temps de la libération du prisme de l'esclavage et des conséquences, libérer l'autre côté. Sommes-nous passés, selon vous, d'un conflit armé pour se délivrer de l'esclavage à un conflit intellectuel ? Ah oui, conflit intellectuel, je ne le dirais pas comme ça, mais je dirais tout simplement avec un philosophe qui s'appelle Isaiah Berlin, que les transformations sont toujours précédées de théorisation, de pensée, d'idées. Donc nous mettons sur la table des idées et nous espérons que ces idées vont transformer la société. Il y a les idées, mais quelles sont les autres armes pour y parvenir ? Quelles seraient les autres armes, à part l'intellectualisme ? En tout cas, l'intellectuel, lui, il a son travail principal, c'est de produire des idées, d'identifier des problèmes, de mettre des mots, M-O-T, sur des mots, M-A-U-X. En parlant d'intellectualisme, nous avons souhaité connaître l'avis des personnes qui étaient présentes justement lors de ce colloque. On peut dire qu'il s'agit d'un public avisé. On écoute leurs réactions, leurs commentaires sur ce colloque, l'intérêt qu'ils portent. On regarde tout de suite les réactions recueillies par Nathalie Dinan et Moïse Dexter. Nous sommes à la veille des 170 ans de l'abolition de l'esclavage. Voilà, réfléchir, revenir sur un certain nombre de points, sur un certain nombre de faits, mais pour se projeter, pour proposer quelque chose de nouveau qui va tenir compte de qui nous sommes, de ce passé que nous partageons, de la composante multiple qui est la nôtre. J'étais au colloque de 1989 où la question de l'humanisme s'est posée par rapport au bicentenaire. Ce sont des questions qui sont quand même qui nous touchent et pour les gens qui réfléchissent en tout cas, parce qu'elles reposent des problématiques qui sont celles de l'après-colonisation. C'est un effort pour repenser justement tous les lieux communs que l'on a beaucoup utilisés ici pour penser le rapport maître-esclave, le rapport colonial. Et il me semble que là, il y a une approche qui aide à dépasser ce que l'on a pensé déjà comme un acquis. Au bout de cette réflexion, il peut y avoir un projet. D'ailleurs, je pense que c'est le propre de la pensée. La pensée ne s'installe pas comme ça au sol. La pensée est toujours en lien avec un réel et que l'objectif, c'est toujours d'agir sur ce réel. Pour que le bien vivre ensemble devienne concret, véritablement une réalité. Parce que je pense que l'homme est un loup pour l'homme et qu'il porte en lui la méchanceté et le mal et que déjà à son niveau individuel, indépendamment de la couleur de peau, indépendamment de la culture,
c'est mon opinion personnelle. Donc c'est un combat de tous les jours. Chaque époque produit ses sujets de réflexion. Et donc nous avons vu juste avec M. Renaud que nous avons d'autres manières de développer nos réflexions, d'autres pistes, mais l'humain reste l'humain. Et notre départ, c'est l'humain. C'est quoi l'humain? C'est quoi l'humanité? C'est quoi l'humanisme? Fritz Calix, votre réaction sur cette intervention, ce monsieur qui dit ça doit aboutir à un projet, quel projet aimeraient porter les intellectuels justement pour les afrodescendants? Quelle identité, quelle culture, quelle représentation? Ah oui, très bien. En fait, je souhaiterais partir de la dernière intervention, cette dame qui dit que chaque période produit ses idées, produit ses réflexions. En fait, ce que nous essayons de faire, c'est de produire les idées pour le monde de demain. Donc l'aboutissement de ce colloque, c'est de voir les erreurs, les errements de l'humanisme classique, de l'humanisme dans son ensemble, et de corriger ces erreurs pour dessiner le monde de demain, le monde à venir. Et comment se retrouve le peuple, j'ai envie de vous demander, dans tout ça? Eh bien, il y a les intellectuels, il y a le peuple, qui est des fois le peuple qui a du mal à comprendre aussi les intellectuels. Oui, en fait, il y a toujours... En fait, vous n'êtes pas la première à poser cette question, que les intellectuels parlent, ils créent des idées et qu'on a l'impression que ces idées-là n'arrivent pas jusqu'au citoyen lambda, j'ai envie de dire. Mais en fait, le travail de l'intellectuel, je me répète, c'est de produire des idées, mais ces idées, grâce à la télé, grâce aux médias, grâce à plein de moyens, arrivent tant soit peu aux individus lambda. Et petit à petit, ces idées arrivent à faire leur chemin. Les idées ne meurent jamais. Et je reviens à Isaiah Berlin qui dit que seules les idées arrêtent les idées. Les hommes n'arrêtent pas les idées. On a vaincu Hitler parce qu'on a pensé. C'est par la pensée. On a vaincu le racisme, on a vaincu l'esclavage d'abord par la pensée. Donc nous essayons de penser pour vaincre les maux d'aujourd'hui. Et quelle idée avez-vous pour essayer de définir cette société pour les afrodescendants? Pour définir cette société, en fait, la société que nous rêvons, que nous formulons de nos voeux, c'est cette société que Martin Luther King, en fait, le rêve n'est pas si nouveau que ça, c'est le rêve d'un monde débarrassé du racisme, en fin de compte. Parce que si nous avons un monde débarrassé de l'esclavage, ce n'est pas pour autant que le monde soit débarrassé du racisme. Donc, le monde que nous rêvons, c'est de ce monde-là. Le monde dont nous rêvons, c'est le monde débarrassé du racisme. Donc, maintenant, comment faire? Là, c'est du choc des idées, jaillira cette lumière qui nous aidera à voir comment débarrasser le monde, libérer, produire un autre acte de libération, mais de libérer ceux qui continuent à se voir supérieurs et à voir... Et ceux qui se voient aussi inférieurs. Ceux qui se voient aussi inférieurs, oui. Fritz Calix, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Ce soir, je rappelle que ce colloque se poursuit jusqu'à demain après-midi à la Maison coloniale de Vonche à Bemao, et que la dernière question, je crois, sera sur comment dépasser justement ce passé colonial. Oui. Nous parlons maintenant d'un haut lieu de mémoire pour les Guadeloupéens. Il s'agit du cimetière de Morne-à-l'Eau, qui est un lieu unique dans l'archipel. Il attire même les regards étrangers curieux de cet assemblage hétéroclite qui forme une sorte d'amphithéâtre. 400 visiteurs par jour. On regarde le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Lieu mythique et mystique, le cimetière de Morne-à-l'Eau attire en cette période de Toussaint environ 400 visiteurs par jour, et parmi eux, de nombreux touristes assez déconcertés et impressionnés par le lieu. On avait entendu parler, nous avait même renseigné pour venir visiter ce cimetière. Mais pour une première, c'est vraiment épatant, très très chaleureux par rapport au cimetière en métropole. À voir, quoi. Et même c'est grandiose, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. C'est un très très beau cimetière. Ouais. C'est très entretenu, c'est bien entretenu, puis les couleurs sont jolies, c'est des petites maisons, ça fait vraiment des petites maisons, comme on dit, la dernière demeure, c'est magnifique. Ouais. Okay. Vraiment, il faut le voir parce que c'est hors commun, c'est grand, c'est beau, on n'a pas envie de partir, c'est très chaleureux, c'est très très bien. Et je pense qu'il doit être très très beau le soir. On vient de Guyane, alors vraiment ça nous impressionne parce qu'on ne voyait pas ça en hauteur et que ça fait vraiment beau, c'est vraiment beau comme cimetière avec le noir et blanc. On aurait dit de vraies petites demeures, comme des maisons finalement. Et c'est impressionnant parce que
en bas et puis pour regarder en hauteur pour machin, c'est vraiment impressionnant. Ah oui, ça c'est formidable. Heureusement que j'ai pas raté ça. On a entendu parler de la particularité du cimetière de Morne-à-l'Eau et c'est vrai que c'est complètement un autre rapport à la mort par rapport à la métropole. C'est vrai que on voit que les gens en fait viennent rendre visite quoi à leur mort. Enfin, c'est assez impressionnant et on sent pas une tristesse. Voilà, on sent que c'est assez gai malgré tout, une ambiance familiale, détendue. Guy, généalogiste mornalien, apprécie tout autant l'atmosphère particulière de ce lieu atypique chargé d'histoire. C'est un lieu de visite, c'est un lieu de balade et c'est aussi un lieu où on se rapproche de la mémoire qui est posée à même le sol. Et ce qui est intéressant pour le cimetière, c'est les personnalités qui sont enterrées. Chacune a une histoire, montant les morts simplement. Recommandé par le guide du routard et disposé en amphithéâtre, le cimetière de Morne-à-l'Eau s'étend sur 4 hectares et compte environ 1800 sépultures. Le 1er novembre au soir, de nombreuses familles se recueilleront dans ce cimetière mornalien, dont la renommée est internationale. Et en ce jour de Toussaint, les fleurs aussi sont à l'honneur. Elles constituent une sorte de témoignage de l'affection que l'on porte pour un défunt. S'il a été évoqué un temps qu'il était plus pratique d'avoir recours aux fleurs artificielles, les naturelles ont de beaux jours devant elles. Reportage Anne-Elisabeth Artsen. Période propice à l'éclosion de points de vente, la Toussaint est aussi l'occasion pour certains fleuristes de se délocaliser. Steve s'est donc adressé à la mairie de Bémao pour son stand. C'est pas la première fois que je vends des fleurs. Je donne un coup de main essentiellement à ma femme qui est fleuriste décoratrice, qui a un magasin à Jarry. Donc aujourd'hui on est là pour pouvoir suivre nos coutumes et célébrer nos défunts en l'honneur de la Toussaint. Donc on a de magnifiques bouquets qu'on vend actuellement dans le rond-point de l'Alliance. Donc suite à une autorisation de la mairie, je me suis installé ici. Malgré des emplacements privilégiés aux abords des cimetières, ces fleuristes ont beaucoup de mal à vendre leurs bouquets cette année. Il y a une grande différence parce qu'à ce moment, il n'y a pas de l'argent. Je suis là depuis 5 h du matin et il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment dur. Cette année, c'est un petit peu plus difficile. Les autres années, c'était mieux. Ça va, mais petit en petit. Je ne sais pas pour cet après-midi si ça va aller, mais là, ce matin-là, c'est très difficile. Je vends depuis longtemps avec ma maman et on vend des fleurs artificielles et naturelles. Cette année, il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent acheter des fleurs. J'ai déjà fait deux ou trois. C'est très important pour moi d'aider ma maman. En dépit d'une baisse significative des ventes d'année en année, la coutume de la Toussaint résiste et les fleurs ornent toujours la dernière demeure de nos proches disparus. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Nous verrons comment cohabitent les professionnels du nautisme et les baigneurs sur le site de Malandur, très connu. Et puis les formateurs de football aussi sont en formation afin d'apprendre à mieux gérer leur club de foot. On le verra. La polémique sur l'aménagement de la plage de Port-Louis s'atténue quelque peu, mais en Guadeloupe, la plage de Malandur à Bouillante concentre depuis longtemps des activités nautiques. Ceux qui y sont installés s'expliquent pour aider à comprendre. Reportage Yvan Lemar. Sur la plage de Malandur, les activités à but lucratif sont régies par une réglementation municipale. Esther Attil, gérante d'une société de location de parasols et de transat, a dû demander un droit d'occupation pour lancer son activité il y a 1 an. Pour le démarrage de cette activité sur la plage de Malandur, donc j'ai dû aller en mairie, demander une autorisation à monsieur le maire, qui est responsable du domaine public, chose que j'ai obtenue, donc moyennant un droit de place. Voilà, donc mensuellement je verse une redevance. Voilà, pour l'occupation de cet espace pour mon activité à Malandur. L'espace ici n'est pas privatisé, c'est-à-dire que j'en ai fait installer mes transats, voilà, mais les autres clients ou touristes qui viennent sur la plage de Malandur peuvent sans problème s'installer pour bronzer et vaquer un peu à leurs occupations. Donc cet espace que m'a été attribué la mairie de Bouillante n'est pas privatisé. Sur l'eau, un balisage a été mis en place pour définir une zone dite sans moteur pour permettre la pratique de certaines activités nautiques telles le kayak ou le paddle. Suivant la réglementation et l'équipement à bord, soit on est limité à 300 mètres du bord, soit on peut aller jusqu'à 2000 des côtes quand les kayaks sont homologués avec le matériel à bord.
On a une zone ici qui s'appelle une zone sans moteur, par laquelle nous on peut partir puisque c'est une propulsion humaine. Donc ça ne pose pas de problème, ainsi que pour la pratique du paddle. Le paddle étant toutefois limité à 300 mètres du bord. On n'a pas spécialement de soucis, à part faire attention aux nageurs et aux baigneurs, bien sûr, quand on traverse la zone. Cette zone est principalement destinée à protéger toutes les embarcations ou les baigneurs qui sont sur place. Des hélices, des moteurs et des bateaux qui pourraient s'y trouver. Un chenal et une autre zone ont été définis pour l'utilisation des engins à moteur pour permettre une pratique de certaines activités en marge de la zone de baignade. Et c'est parti pour l'opération Moi sans tabac. Ce défi lancé par le ministère de la Santé en partenariat avec l'assurance maladie propose à tous les fumeurs d'arrêter pendant 1 mois avec le soutien de leurs proches. Pourquoi cette période? Il est prouvé qu'au-delà de ces 30 jours d'abstinence, les chances d'arrêter définitivement sont multipliées par 5. Mais il n'est pas toujours aisé de mettre un terme à cette dépendance. Rencontre avec un accro, une rencontre signée Karen Diama. Le tabagisme, Guy le pratique depuis bientôt 10 ans. Moi, fumer, pour moi, des fois quand je vais travailler, j'ai pas de cigarette, c'est pas un problème. Dès que j'arrive à la maison, dès que je mange, je dois fumer une cigarette après. Même 3, 4. J'achète peut-être. Dans la journée, je peux acheter 10 cigarettes. Peut-être vers 21h, j'ai déjà terminé les 10 cigarettes. Si fumer est devenu une habitude vicieuse, arrêter semble bien plus compliqué pour cet homme âgé d'une 50aine d'années. Je voulais bien, c'est un peu dur. C'est ce truc, c'est quand il y a dire son vice. Son vice. J'arrête, je reprends. Je voulais bien. Il faut avoir quelqu'un pour nous parler de qu'est-ce qu'on doit faire pour arrêter. Plus de la moitié de la population n'a pas connaissance du dispositif Moi sans tabac ou d'autres moyens permettant d'arrêter de fumer. En France, le tabagisme cause encore 66 000 décès par an. Et il est désormais impossible de faire ses demandes de permis de conduire ou de certificat d'immatriculation dans les services de la préfecture. Ceux-ci ont été fermés afin de transférer ce traitement sur Internet, une procédure modernisée et simplifiée. On regarde les explications de Linda Kayarsi. Terminer l'attente en préfecture pour obtenir son permis de conduire ou bien sa nouvelle carte grise. Dès aujourd'hui, toutes ces démarches se feront directement et exclusivement en ligne. Ainsi, en un clic, toutes les formalités pourront être intégralement accomplies via le site internet de la NTS, l'Agence nationale des titres sécurisés, ou sur France Connect, sans surcoût. Il vous suffit de créer un compte et vous aurez accès à tous les services jusqu'alors accessibles au guichet, des guichets de la préfecture et de la sous-préfecture qui sont définitivement fermés au public depuis le 30 octobre 2017. Votre demande sera faite par étapes. Renseignez les motifs de la demande, c'est l'étape numéro 1. Enfin, si vous n'avez pas accès à Internet, sachez qu'un point numérique est à votre disposition dans les halls de la préfecture à Basse-Terre et de la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre afin de vous accompagner pour vos démarches en ligne. Ce nouveau dispositif s'ajoute à celui déjà existant des cartes d'identité et des passeports. Objectif pour la préfecture, simplifier l'ensemble de ces démarches mais aussi d'en améliorer la sécurité. Et l'Institut de formation de la Fédération française de football animait aujourd'hui une session de formation réservée aux formateurs au lycée de Bainbridge. Dirigeants, éducateurs, trésoriers ont ainsi été préparés à la construction d'un projet de club, de la communication à la gestion des ressources financières. Reportage Yvan Lemar. Cette formation a été mise en place pour les 12 formateurs de ligue chargés d'encadrer les dirigeants de clubs. Objectif, professionnaliser les acteurs du football et mieux structurer la discipline. À long terme, la ligue, pas forcément la ligue, mais c'est surtout au niveau, la déclinaison au niveau des joueurs. Que les clubs puissent avoir un format, je dirais, qui reste dans les cadres prévu par la 3F, c'est-à-dire qu'un club puisse avoir un projet et que derrière, qu'on puisse avoir des dirigeants qui maîtrisent le contexte d'une équipe de foot, par exemple,
qui maîtrise le contexte, par exemple, de ce que c'est que, par exemple, accueillir des jeunes, maîtriser son groupe d'éducateurs, etc., etc. Cette formation intensive sera dirigée par 2 instructeurs de l'Institut de formation de la Fédération française de football durant 4 jours. Aujourd'hui et demain, on va faire le point sur les contenus de formation qui ont été choisis par la Ligue. Donc, nous sommes sur les thématiques de la gestion de club, gestion de projet et également sur les gestions et les ressources financières. Donc, on va faire dans un point avec eux pour être sûr que les contenus de formation ont bien été assimilés et que tous les objectifs pédagogiques ont bien été compris. Et suite à ces 2 journées de formation, ils seront eux-mêmes acteurs de la formation vendredi soir et samedi, et ils seront face à des dirigeants de club et dispenseront eux-mêmes ces formations-là, et nous on sera un appui derrière pour vérifier que tout est OK. Après cette formation, les formateurs de ligue seront envoyés sur le terrain afin d'aider les 84 clubs de la Guadeloupe. Et nous vous en parlions dans notre édition d'hier. La Guadeloupe se met de plus en plus à l'heure américaine en célébrant la fête d'Halloween. En Martinique, cette coutume connaît aussi un succès franc. Les jeunes de certains quartiers ont fait la tournée des maisons pour récolter des bonbons. Quant aux plus âgés, c'est en boîte de nuit qu'ils ont fêté l'événement. Reportage Joanne Boulard. Trick or treat, ou en français. Des bonbons, Vincent? Oui, des bonbons. Oui, des bonbons. Une formule peu entendue ici, mais bien connue du monde anglo-saxon. Cette bande d'amis passe de maison en maison pour effrayer le voisinage et réclamer son dû. J'ai fait un peu comme du sang et ce qui essaie de couler de l'œil, aussi comme un peu une cicatrice, mais c'est un peu parti. J'ai mis le masque d'Animous parce que c'est comme dans les films American Nightmare, tout ça, ça fait peur. J'ai choisi de faire une plaie parce que j'avais pas eu l'occasion d'en faire les années précédentes. Surtout effrayer les gens. Ça, c'est mon but principal, c'est Halloween, donc j'aime faire peur, toquer aux portes des gens, bloquer les voitures, faire peur aux gens. Allez, les autres, prenez des bonbons. Les gars, prenez des bonbons. Halloween, une fête celte créée il y a 2000 ans qui appartient au royaume des morts. Démocratisée par des pays comme l'Angleterre ou les États-Unis, bien que peu répandue en Martinique, elle permettrait d'échanger, de se rapprocher les uns des autres. On est allé voir les voisins, on a chanté, on a récupéré des petits bonbons, donc c'est un moment festif très agréable. On a mis une petite affiche pour dire qu'on avait les bonbons pour que justement ils viennent frapper chez nous. Là, je suis en train de faire une Santa Muerte. Chaque année, Sarah se maquille et fait trembler son monde, sans pour autant effrayer son porte-monnaie. L'année dernière, on était plus vraiment dans Halloween et le côté gore, les films d'horreur. Donc j'avais fait avec Séverine un maquillage du moins, qui était un peu beaucoup moins glamour. On n'est pas du tout dans un même budget que pour le carnaval, c'est vraiment une petite touche. On ne va pas aller chercher le gros costume, on va s'habiller différemment, on se maquiller un petit peu. Cette esthéticienne, la première à avoir créé des produits Made in Martinique, fait carton plein en ce 31 décembre. Il y a de plus en plus de personnes qui jouent le jeu en fait parce que ça reste de l'amusement proprement dit ici. C'est pas une fête qui est célébrée à fond comme aux États-Unis, mais en tout cas, comme je disais, il y a toujours moyen ou prétexte à faire la fête aux Antilles, donc voilà quoi. Dans ce nightclub, l'atmosphère inquiétante ne freine pas les ardeurs. Diablesses, morts vivants et créatures d'outre-tombe côtoient les vivants, venus en nombre pour s'amuser. C'est mon anniversaire, donc je suis venu là pour ça. Voilà, nous allons célébrer. Je suis venue faire Halloween ici, on m'a dit que c'était une super soirée, donc c'est magnifique, c'est génial. Et c'est la fête, c'est le feu, c'est le bordel, c'est génial. Je vais essayer de profiter au maximum et de m'amuser au maximum. À chacun sa formule pour Halloween, feu de joie, jeux d'enfants, films d'horreur, avant le recueillement pour certains, dès le lendemain. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Il y aura fête des réserves d'eau. Si vous habitez dans certaines communes du SIAC, notamment la ville du Gosier, demain, le SIAC prévoit une coupure à partir de midi jusqu'au lendemain. Et puis l'équipe de l'établissement, enfin nous vous appelons à nous appeler au 71 2 fois si vous avez des informations à nous communiquer sur le numéro de la rédaction de la TV Guadeloupe.
Et puis, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mercredi 1er novembre. Nous l'avons vu ce soir, ce coup de tonnerre dans le paysage politique. La Chambre régionale des comptes demande la suspension, voire la révocation de la municipalité de Saint-Louis de Marie-Galante. Elle cumule depuis 2012 un déficit abyssal et refuse de mettre en place les mesures de redressement préconisées. Et puis, première journée effective et intense pour le colloque sur l'esclavage et la colonisation à la maison coloniale de Vonjabé-Mao. Aujourd'hui, les invités ont principalement planché sur le thème Penser un nouvel humanisme. Fritz Calixte, à l'origine de cet événement, était notre invité. Et l'impressionnant cimetière de Morne-à-l'Eau attire toujours les visiteurs. Plus de 400 personnes arpentent quotidiennement ces allées pour y découvrir un lieu plein de charme et de mystère qui a une renommée internationale. Et puis à Malandure, tout se passe bien. La polémique sur l'aménagement de la plage de Port-Louis s'est quelque peu atténuée. Et on l'a vu sur ce site habitué à avoir exercé des activités nautiques. Les baigneurs et les professionnels cohabitent en toute harmonie. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h45.